Le sol de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière semblait trembler sous mes pieds. Où était-ce mon cœur qui battait si fort qu'il secouait tout mon être? Je ne me souviens plus exactement de l'heure. Minuit passé, sûrement, le genre d'heure où les cauchemars prennent vie et où la réalité vous frappe de plein fouet. Des néons crépitaient, diffusant une lumière froide sur des visages anxieux, des odeurs d'antiseptiques et de désespoir. Ce n'était pas l'ambiance habituelle de mes affaires nocturnes, croyez-moi. Mes hommes étaient déjà postés, des ombres discrètes mais menaçantes, bloquant les entrées. Leurs regards perçants sont dans chaque recoin. C'était ridicule, tout ce cirque pour un hôpital, mais la panique était une mauvaise conseillère. Et à ce moment-là, je nageais en plein dedans. J'ai déchiré les portes coulissantes, mon manteau noir flottant derrière moi comme un drapeau sombre. Pierre, mon second, était juste derrière, aboyant des ordres dans son micro discrètement dissimulé à son poignet. « Où est-elle » ai-je lancé, ma voix plus rauque que je ne l'aurais cru en m'approchant du comptoir d'accueil. Brenda, la femme corpulente qui s'y tenait, a levé ses lunettes sur son nez, prête à me réprimander pour le bruit. Mais ses yeux se sont posés sur les miens, puis sur la légère protubérance sous ma veste, et son visage a viré au blanc. « Le nom » a-t-elle demandé d'une voix étranglée. « Marie, accident de voiture. »« Traumatologie 1 maintenant » ai-je ordonné, chaque mot claquant comme un coup de feu. Elle a pointé un doigt tremblant. « Ils sont toujours en chirurgie. » J'allais foncer, mais une silhouette en trench coat beige s'est interposée. « Commissaire Durand. » Ça faisait des années que ce flic essayait de me coincer, de monter un dossier contre les Delacroix. « Delacroix, a-t-il dit, un sourire narquois sur les lèvres, mais je voyais bien sa main frôler nerveusement son ceinturon. « Je ne savais pas que vous faisiez dans la charité, maintenant. »« Pousse-toi, Durand, » ai-je craché. Ma voix était un murmure, mais je savais qu'il l'entendait. C'était la voix que j'utilisais juste avant de faire quelque chose qu'il allait regretter. Ou je te bouge moi-même et tu n'aimeras pas l'atterrissage. C'est une enquête criminelle, a-t-il insisté, s'approchant. La femme là-dedans a été poussée hors de la route, un travail de pro. On a trouvé une somme d'argent conséquente dans le coffre. Ça sent la mule qui a mal tourné. Je l'ai attrapé par le col, l'ai plaqué contre le mur, le soulevant du sol sans effort. Derrière lui, les flics en uniforme ont tiré leurs armes. Mes hommes l'ont riposté, leurs mitraillettes pointées instantanément. La salle d'urgence est tombée dans un silence de mort, brisée seulement par les cris étouffés des patients qui se cachaient sous les chaises. Si tu la traites encore de mule, ai-je sifflé à quelques centimètres de son visage, je réduirai ton commissariat en cendres avec toi dedans. C'est ma femme. Ses yeux se sont écarquillés. Votre ex-femme, selon les papiers. La famille, c'est pour toujours, ai-je répliqué, le laissant tomber. Pierre surveille la porte. Personne n'entre ou ne sort sans mon accord. Si les flics la touchent, tirez. Je me suis frayé un chemin à travers les portes battantes, laissant derrière moi l'impasse armée. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Un fils, ce n'était pas possible. Nous avions essayé, Seigneur, nous avions essayé pendant 2 ans avant le divorce. Des fausses couches, des chagrins d'amour, des médecins nous disant que ce n'était pas dans les cartes. C'était l'une des raisons pour lesquelles la distance entre nous s'était creusée, ce chagrin que nous ne pouvions pas partager. C'est là que j'ai vu la nurse, Sarah, dans une unité d'observation pédiatrique. Elle berçait un berceau, les yeux sur moi, un homme trempé de pluie, la rage et la terreur gravées sur mon visage. Elle a regardé l'enfant, puis à nouveau moi. « Monsieur Delacroix » a-t-elle demandé doucement. Je me suis avancé, mes jambes de plomb. J'ai regardé dans le berceau. Le petit dormait. Il ne devait pas avoir plus de 6 mois. Une touffe de boucles sombres, épaisses, un peu folles. Sa peau était mate, un contraste frappant avec les couvertures blanches de l'hôpital. Il avait un petit pansement sur le front.
une minuscule échymose violacée sur sa joue potelée. J'ai tendu la main, qui tremblait. J'avais tué des hommes avec ses mains. J'avais étranglé des traîtres, appuyé sur des gâchettes. J'étais terrifié à l'idée de toucher quelque chose d'aussi fragile. J'ai effleuré sa joue du revers de mon doigt. Le bébé a remué. Ses yeux se sont ouverts. J'ai cessé de respirer. C'étaient mes yeux. Le même brun sombre, café torréfié, mais ils avaient la forme de ceux de Marie, grands, expressifs, encadrés de longues cils. La chronologie m'a frappé comme un coup de poing physique. 15 mois depuis le divorce, 9 mois de grossesse. Le bébé avait 6 mois. Elle était enceinte quand je l'ai mise à la porte. Elle avait quitté l'appartement, des larmes coulant sur son visage, portant mon héritier. Et je ne savais rien, ou pire, elle ne m'avait rien dit. Pourquoi, ai-je murmuré, la douleur dans ma voix faisant détourner le regard de la noce. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Nous avons trouvé ceci dans le sac à langer, a dit Sarah doucement, me tendant une enveloppe froissée. Je l'ai prise. C'était adressé à moi. Nico. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier datée d'il y a 3 semaines. Nico, si tu lis ça, j'ai échoué. J'ai essayé de fuir. J'ai essayé de le garder secret parce que je savais que si ton monde le découvrait, il l'utiliserait pour t'atteindre, ou pire, il le transformerait en toi. Son nom est Léo, diminutif de Léonidas. C'est un battant, tout comme son père. Je suis suivi, un homme avec une dent en argent. Il surveille l'appartement à Lyon. Je rentre à Paris pour demander de l'aide. Mais si je n'y arrive pas, il est à toi. Ne le laisse pas les ténèbres l'emporter, Nico. Apprends-lui à être l'homme que tu étais, pas le roi que tu es devenu. Je ne t'ai jamais arrêté d'aimer. Marie, j'ai écrasé la lettre dans mon poing. Un homme avec une dent en argent. Je savais exactement de qui il s'agissait. C'est Luce Vane, l'exécuteur du cartel des Triades, qui tentait de s'implanter à Paris. Une rage froide et absolument envahie, remplaçant le choc. Il l'avait traqué. Il l'avait terrorisé. Il l'avait poussé hors de la route alors que mon fils était sur la banquette arrière. Léo, le bébé, a commencé à gémir. Il a levé une main potelée, agrippant mon doigt. J'ai regardé la petite main s'accrocher au doigt d'un monstre. Pierre, ai-je rugi, ma voix résonnant dans le couloir. Pierre est apparu instantanément. Patron, j'ai pris le bébé. Maladroitement au début, soutenant sa tête, le poids chaud contre mon costume en soie. Léo s'est installé immédiatement contre ma poitrine, le battement de mon cœur lui semblant étrangement familier. Prépare la voiture. Ai-je dit, mes yeux durs comme des diamants. Nous transférons Marie à la clinique privée du domaine. Appelle le docteur Harris. Si elle meurt, il meurt. Et les flics? A demandé Pierre, les yeux écarquillés devant le bébé. Dis à Durand que s'il veut boucler cette affaire, il cherche un homme avec une dent en argent. Et dis au gars de se préparer. J'ai regardé mon fils, puis la forme inconsciente de mon ex-femme qu'on poussait hors de la chirurgie au bout du couloir. On va à la guerre, Pierre, et on va tuer chaque personne qui les a regardés de travers. Plus tard, la confrontation avec mon frère, Thomas, au vieux chantier naval, au quai 4. C'était l'endroit où il se cachait quand nous étions gamins. Toujours dans l'ombre, toujours à chercher ma validation, à la détester quand il ne l'obtenait pas. Je savais qu'il serait là. Il était le genre de lâche qui sous-traiterait les sales besognes. Un courtier, pas un guerrier. Je suis sorti de la voiture seul. Mes hommes sont restés en retrait. C'était une affaire de famille. J'ai marché le long du quai sombre. Au bout, assis sur une caisse, il fumait une cigarette, l'air détaché, mais je pouvais sentir sa nervosité. Il ressemblait à notre père, mais avec une faiblesse dans le regard, une lâcheté dans le port. Il a relevé la tête quand je me suis approché. « Je savais que tu viendrais », a-t-il dit, jetant sa cigarette dans l'eau sombre. « Où sont-ils » ai-je demandé, m'arrêtant à 3 mètres de lui. « Tu m'as toujours fait de l'ombre, Julien », a-t-il dit, sa voix pleine d'amertume. « Papa t'aimait plus. Les hommes te respectent plus, même Marie.
Elle ne m'a jamais regardé comme elle te regardait. Je n'ai pas le temps pour tes problèmes de père, Thomas. Ai-je dit, levant mon âme. Où est-ce mon fils? Il est avec 20, a-t-il haussé les épaules. Ils sont dans un jet privé à Roissy. Décollage dans 40 minutes, direction le Mexique. Une fois là-bas, tu ne les reverras plus. L'oncle S, il est vivant, au fait. Il dirige le cartel du Sud. Il veut le gamin. Un nouvel héritier à modeler. Un qui n'est pas contaminé par ta mollesse. Mollesse? Ai-je ri, un abouillement sec et sans humour. Tu as vendu ton propre sang à un psychopathe parce que tu étais jaloux. J'ai fait ce que je devais faire pour prendre la couronne, a crié Thomas, se levant. Sans toi, distrait, brisé, la ville serait à moi. Tu n'es pas un roi, mais Thomas, ai-je dit doucement, tu n'es qu'un bouffon de cour. Thomas a sorti un pistolet de sa ceinture. Il était rapide, mais j'étais plus rapide. Un coup de feu a retenti. Thomas a laissé tomber son arme, agrippant sa rotule, hurlant de douleur. J'ai avancé et j'ai botté l'arme dans l'eau. Je me suis tenu au-dessus de lui. Ça, c'est pour Pierre, ai-je dit. J'ai visé l'autre genou. Bang! Thomas a hurlé, se recroquevillant. Pitié, Julien, je suis ton frère. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu as laissé Silas Vane entrer chez moi. Ai-je dit? J'ai rengainé mon âme et l'ai attrapé par le col, le traînant jusqu'au bord du quai. Donne-moi le numéro de vol, ai-je chuchoté à son oreille, et le numéro de queue. 6755, hangar 4, piste privée, a-t-il sangloté. Bien, je l'ai laissé tomber. Thomas est resté là, saignant, sanglotant. Tu vas me tuer, a-t-il gémi. Je l'ai regardé avec une froide indifférence. Non, la mort est trop facile. Je vais te laisser ici. La police est en route. Je les ai informés de ton opération de blanchiment d'argent. Tu passeras le reste de ta vie dans une cage, Thomas, et chaque jour tu sauras que tu as échoué. Je me suis retourné et je me suis éloigné, le son des sirènes retentissant au loin. J'ai sauté dans le SUV. Roissy, hangar 4, on a 30 minutes pour arrêter un avion. Patron, a dit le chauffeur, s'engageant sur une piste active, c'est du terrorisme fédéral. Le raid, la DGSI, ils vont vous tomber dessus. J'ai regardé par la fenêtre la ville qui défilait. Laissez-les venir, ai-je dit. Si cet avion décolle, je n'ai plus aucune raison d'exister. Roule. Moment, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette vie, c'est étrange de la raconter. Quand j'étais jeune, mon père, il m'a toujours dit de me méfier de ce qui brillait trop. Il parlait des apparences, des promesses faciles. Je pensais que je savais ce que c'était la réalité. Le béton, les contrats, le respect que l'on s'arrache. Mais ce qui est arrivé avec Marie, avec Léo, ça a tout chamboulé. C'est comme si j'avais passé toute ma vie à construire un château de cartes, puis un enfant est arrivé, et il a juste posé sa petite main dessus, et tout s'est effondré. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on lit dans les journaux, ni le genre de problème que tu peux régler avec de l'argent ou des menaces. C'est plus profond. C'est l'essence même de ce que j'avais cru être ma vie qui se révélait être un mensonge. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Je ne sais toujours pas. Je ne savais rien, en fait. Je pensais contrôler. Mais quand tu as un fils, quand tu découvres ça, tu te rends compte que le contrôle, c'est une illusion. C'est la peur de perdre ce qui compte le plus. Et ça te rend complètement vulnérable. Mais en même temps, paradoxalement, ça te rend plus fort que jamais. Vraiment, ça n'a aucun sens. Quand j'ai repris mes esprits, je ne savais pas trop où j'étais. Le plafond blanc était familier, mais les draps doux, ils ne sentaient pas l'hôpital. Plutôt le cèdre, la poudre à canon et ce parfum de Davidoff. Mes yeux se sont ouverts brusquement. La panique, froide et vive, a envahi ma poitrine. Julien. J'ai essayé de me redresser, mais une douleur aiguë dans mes côtes m'a renvoyé contre des oreillers. Doucement.
Une voix profonde à gronde des ombres. Tu as 3 côtes et une commotion. Le docteur Harris dit que tu as de la chance d'être en vie. J'ai cligné des yeux, ma vision s'adaptant à la lumière tamisée. Non, je n'étais pas à l'hôpital. J'étais dans la suite principale du domaine de la Croix, sur la côte normande, la chambre que nous avions partagée pendant 5 ans. Les rideaux de velours étaient tirés, mais je connaissais la vue derrière eux, les vagues de la Manche se brisant contre les falaises. Léo, ai-je haleté, le nom s'échappant de ma gorge sèche. Où est Léo? Julien est entré dans la lumière. Il avait retiré sa veste et sa cravate. Sa chemise était déboutonnée au col, les manches retroussées, révélant ses avant-bras couverts de tatouages, d'anciennes écritures romaines qui, je le savais, détaillaient ses péchés. Il semblait épuisé, plus vieux. Il dort, a dit Julien, désignant un berceau installé dans un coin de la pièce. C'était un meuble ancien en acajou sculpté à la main qui était dans la famille Delacroix depuis des générations. Pierre monte la garde devant la porte. Personne n'entre. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais retenu depuis que la voiture avait dérapé sur l'autoroute. J'ai essayé de lire le visage de Julien, mais c'était un mur de pierre. Le même mur qu'il avait dressé la nuit où il m'avait remis les papiers du divorce. « Tu as un fils, Marie, » a dit Julien, sa voix sans inflexion. « Un fils de 6 mois. J'ai fait le calcul. Tu étais enceinte quand tu es parti. J'étais enceinte quand tu m'as mise à la porte. » L'ai-je corrigé, ma voix tremblante d'un mélange de peur et de colère tenace. Il y a une différence. Julien a tressailli. C'était microscopique, un serrement de la mâchoire. Mais je l'ai vu. Il s'est approché du lit, se penchant sur moi. « Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu me prends pour un monstre? D'accord. Mais tu penses que j'abandonnerais mon propre sang? Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais qu'il vive. » ai-je crié, ignorant la douleur dans ma poitrine. Les larmes me montaient aux yeux. « Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus, Nico. Tu as dit que j'étais un fardeau. Tu as dit que tu voulais faire table rase. Si je t'avais dit que j'étais enceinte, qu'aurais-tu fait? Tu m'aurais forcé à rester, enfermé dans cette maison pendant que tes ennemis tiraient sur les fenêtres. Je t'aurais protégé. » Rugit Julien, claquant sa main contre le mur. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Je t'ai lâché parce que les Irlandais prévoyaient d'incendier la voiture. Je t'ai brisé le cœur pour te sauver la vie, Marie. Je t'ai fait me haïr pour que tu t'éloignes suffisamment pour que l'explosion ne t'atteigne pas. Le silence est tombé sur la pièce, lourd et suffocant. Je l'ai regardé, ma bouche légèrement ouverte. Tu as fait ça pour me protéger. » Julien s'est détourné, passant une main dans ses cheveux. Ses épaules se sont affaissées. Le poids du mensonge qu'il avait vécu pendant 15 mois l'écrasait enfin. Il y avait une fuite chez nous. Les Irlandais connaissaient de mon emploi du temps. Ils connaissaient le tien. Le seul moyen de te sortir du tableau était de te divorcer publiquement, brutalement, pour qu'ils ne te voient plus comme un levier. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres brillant d'une émotion refoulée. « Je suis mort le jour où tu as franchi cette porte. Et puis la nuit dernière, j'apprends que tu portais mon fils pendant que j'étais assis à me saouler à mort, pensant t'avoir sauvé. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu les nouveaux cheveux gris à ses tempes, la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Il n'était pas le roi froid de Paris en ce moment. Il était juste un homme qui avait fait un terrible sacrifice. Je l'ai appelé Léonidas, ai-je murmuré, parce que je savais qu'il devrait être fort, comme toi. Julien s'est dirigé vers le berceau. Il a regardé l'enfant endormi, son expression s'adoucissant en quelque chose d'agonisant et de tendre. « Il a ton menton, il a ton tempérament, ai-je dit, un petit sourire triste effleurant mes lèvres. Il hurle quand il a faim. Et il déteste qu'on lui dise quoi faire. »« Ça sonne comme un Delacroix, » a murmuré Julien. Il a tendu la main, ajustant la couverture avec une douceur qui démentait sa réputation mortelle. « La nurse à l'hôpital, elle a dit qu'un homme te suivait.
un homme avec une dent en argent. Mon sang s'est glacé. La chaleur du moment s'est évaporée. Silas Vane, il nous a trouvés à Lyon. Je ne sais pas comment. J'ai utilisé de l'argent liquide. J'ai changé de nom, mais il nous a trouvés. Pour qui travaille-t-il? A demandé Julien, sa voix baissant à ce registre dangereux. Je ne sais pas, ai-je dit, mais il m'a dit quelque chose à la station-service avant que je ne m'éloigne à toute vitesse. Il a dit, l'oncle envoie ses salutations. Julien s'est figé. L'oncle, a-t-il répété. Oui, ça te dit quelque chose? Le visage de Julien s'est durci en un masque de pure violence. Il s'est dirigé vers la table de chevet, a pris son pistolet et a vérifié la chambre. Ça veut dire, a dit Julien, que la guerre n'est plus avec les Irlandais. C'est une guerre civile. Il m'a regardé, ses yeux flamboyants. Repose-toi, Marie. Je dois passer un coup de fil et puis je vais dépouiller chaque personne qui t'a fait fuir. Le soupir de la climatisation était le seul son dans le bunker, ce sous-sol insonorisé. Il fallait que ce soit insonorisé. Je me tenais au centre de la pièce en béton, les manches retroussées. Devant moi, sur une chaise, un certain Marco, un petit trafiquant lié aux triades, n'avait pas l'air en forme. Son visage était une carte de contusion et il lui manquait quelques ongles. Pierre était dans un coin, nettoyant un couteau avec un chiffon, le regard distant. « Je vais te demander une dernière fois, Marco. » ai-je dit, ma voix calme, bien plus effrayante que si j'avais crié. « Silas Vane, où est-il? » « Je ne sais pas, » a craché Marco, le sang maculant le sol. « C'est un freelance. Il prend des contrats du plus offrant. J'ai juste livré la voiture. » « Tu as livré la voiture qui a poussé ma femme hors de la route? » J'ai hoché la tête. « Cela fait de toi un complice de tentative de meurtre de l'héritier de la Croix. »« Je ne savais pas que c'était votre gosse, » a plaidé Marco. « Je le jure, patron, l'ordre venait d'un téléphone anonyme. Le type, il a juste dit que l'oncle voulait nouer les fils lâches. » J'ai fait signe à Pierre. Pierre s'est avancé et a appuyé le couteau contre l'oreille de Marco. « L'oncle, ai-je réfléchi, c'est un vieux surnom, très vieux. Personne n'a utilisé ce nom depuis que mon père était vivant. On a frappé à la lourde porte de fer. J'ai froncé les sourcils. Personne n'interrompait un interrogatoire. J'ai ouvert pour trouver Madame Dubois, la vieille gouvernante qui m'avait pratiquement élevé. Elle semblait affolée. Elle tenait un biberon d'une main et un Léo en pleurs de l'autre. « Monsieur Julien, » a-t-elle dit sévèrement, « je n'arrive pas à le calmer. Il refuse le biberon. Il veut sa mère, mais le docteur Harris l'a sédaté pour la douleur. Vous êtes le père. Faites quelque chose. » J'ai regardé le bébé qui pleurait, puis l'homme ensanglanté sur la chaise. C'était une collision surréaliste de mes deux mondes. « Pierre, prends 5 minutes, » ai-je dit. J'ai rengainé mon arme, j'ai pris le bébé hurlant des bras de Madame Dubois et j'ai pris le biberon. Je suis sorti de la chambre de torture et j'ai marché dans le couloir, faisant rebondir Léo maladroitement. « Chut! Léo, allez, mon petit. J'essaie de travailler ici. » Léo a hurlé plus fort, son visage devenant rouge. J'ai regardé le biberon. Il était trop froid. Je me suis souvenu que Marie avait dit quelque chose une fois sur la température. J'ai réchauffé le biberon dans mes mains, faisant les 100 pas dans le couloir. J'ai regardé la petite chose humaine dans mes bras. Le garçon était sans défense, doux. Si je perds cette guerre, ai-je pensé, ce garçon mourra. La réalité de la chose m'a donné la nausée. Je n'avais jamais craint la mort pour moi-même. Mais la pensée que quelqu'un puisse faire du mal à cet enfant me donnait envie de réduire le monde en cendres. « D'accord, écoute, » ai-je chuchoté au bébé. « Je ne sais pas ce que je fais, mais tu dois manger et je dois aller tuer un homme nommé Silas. Alors, on peut coopérer. » Léo a cligné des yeux, des larmes prises dans ses longs cils. Il m'a regardé avec ses yeux sombres et profonds. Les yeux de Marie, il a eu un hoquet, puis a ouvert la bouche. Je l'ai nourri,
Debout dans le couloir de ma forteresse, entouré de gardes armés, le parrain nourrissait son fils. Alors que Léo se calmait, Pierre est sorti du sous-sol, s'essuyant les mains. Il a parlé. Il nous a donné un emplacement. Un vieil entrepôt à la Villette. Dit que Vin y rencontre un contact à minuit. Bien, ai-je dit. Prépare l'équipe. On part dans 20 minutes. Et le bébé? A demandé Pierre. J'ai regardé mon fils endormi. Garde-le de ta vie, Pierre. Tu ne viens pas avec moi ce soir. Tu restes ici. Si quelqu'un s'approche de cette maison à moins de 100 mètres et que ce n'est pas moi, tu lui loges une balle. Pierre a eu l'air offensé, mais a hoché la tête solennellement. Compris, patron. J'ai rendu le bébé à Madame Dubois. J'ai ressenti une étrange légèreté dans ma poitrine là où le bébé s'était reposé. Je suis allé à mon armurerie. J'ai enfilé un gilet pare-balles en Kevlar. J'ai chargé des chargeurs supplémentaires pour mon SIG MPX. J'ai glissé un couteau de combat dans ma botte. Je suis monté à la chambre principale une dernière fois. Marie dormait. Sa respiration était superficielle mais régulière. J'ai brossé une mèche de cheveux de son front. Je te ramènerai sa tête, ai-je promis à la femme endormie. Je me suis retourné et je suis parti dans la nuit. L'entrepôt à la Villette était un piège. Je l'ai su au moment où nous sommes arrivés. C'était trop silencieux. Les ombres étaient trop profondes. Mais je devais y aller pour découvrir qui tirait les ficelles. Nous nous sommes frayés un chemin à travers l'ancienne usine, mes hommes et moi comme des fantômes. L'air sentait le fer rouillé et le vieux sang. « Dégagez à gauche » a chuchoté Carlo, mon second. « Dégagez à droite » a fait écho un autre soldat. Nous avons atteint le centre de l'entrepôt. Il y avait une seule chaise au milieu du sol. Dessus, un ours en peluche pour enfants. Mon cœur s'est arrêté. C'était l'ours que Léo avait perdu dans l'accident. Celui dont Marie avait été affolée dans son sommeil. Ils avaient été ici. Soudain, des projecteurs nous ont aveuglés depuis les passerelles au-dessus. Julien Delacroix, une voix a résonné dans un haut-parleur. Elle était déformée, métallique. Vous êtes prévisible. Toujours le héros. Des tirs automatiques ont éclaté des chevrons. À couvert, ai-je crié, plongeant derrière un pilier en béton. Les balles ont déchiqueté le sol où je me trouvais une seconde plus tôt. C'était un piège mortel. Nous étions cloués au sol de 3 côtés. Tir de suppression, ai-je hurlé. J'ai surgi, tirant des rafales courtes et contrôlées vers les flashs des museaux au-dessus. J'ai entendu un cri et un corps est tombé de la passerelle, s'écrasant au sol avec un bruit humide. Mais nous étions en infériorité numérique. « Patron, nous sommes flanqués !» a crié Carlo, rechargeant. J'ai évalué la situation. Ils essayaient de me garder ici. Pourquoi? Pour me tuer ou pour m'éloigner de la maison? La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. L'entrepôt n'était pas la cible. C'était une diversion. « Pierre !» ai-je hurlé dans ma radio. « Pierre, rapport !» Des parasites. Puis une voix a traversé. « Ce n'est pas Pierre, votre chien est occupé, Delacroix. » C'était la voix de Silas Vine, lisse, moqueuse. « Je suis à la porte d'entrée. Vos codes de sécurité ont été étonnamment faciles à contourner, presque comme si quelqu'un me les avait donnés. Si tu les touches, ai-je grogné, tirant à l'aveugle dans l'obscurité pour que les têtes restent baissées, je te retrouverai en enfer. Viens m'arrêter, arrivin. La ligne a coupé. On parle, ai-je rugi. Oubliez les tireurs, à la voiture. Patron, c'est du suicide, de bouger, a crié Carlo. Mon fils est seul. Je n'ai pas attendu. J'ai brisé ma couverture, sprintant sous une grêle de balles vers la sortie. Une balle a frôlé mon épaule, déchirant la veste de mon costume. Mais je ne l'ai pas saisi. L'adrénaline était une drogue puissante. J'ai atteint le SUV blindé, mes hommes grimpant derrière moi. « Roule !» ai-je ordonné au chauffeur. « Ramène-nous à la maison maintenant. » Le SUV a démarré en trombe, les pneus fumants. J'ai composé le numéro fixe du domaine. Pas de réponse. J'ai composé Madame Dubois. Pas de réponse. J'ai composé le code de la pièce panique. Elle était active.
Ils étaient dans la pièce panique. Ils étaient en vie pour l'instant. Le retour a été un flou de vitesse et de violence. J'ai rechargé mes armes, mon esprit en ébullition. Quelqu'un leur avait donné les codes. Le système de sécurité du domaine était biométrique de pointe. Seules 3 personnes avaient un accès administratif. Moi, Pierre, et mon frère, Thomas. Thomas Delacroix, le frère cadet, celui qui avait toujours ressenti ma montée au pouvoir, celui qui pensait mériter ma place parce qu'il était plus intelligent, plus moderne. L'oncle, ai-je chuchoté. C'était un nom de code qu'ils utilisaient pour le frère de notre père, oncle S, qui avait été exilé des années auparavant. Mais S était mort, à moins qu'il ne le soit pas, ou à moins que Thomas n'ait pris la relève. Nous avons traversé les grilles en fer du domaine. Le poste de garde était vide. Les corps de ma sécurité extérieure gisaient sur le gravier. Je n'ai pas attendu que la voiture s'arrête complètement. J'ai roulé hors de la voiture, atterrissant en courant. Mon MPX levé, la porte d'entrée avait été soufflée. Je suis entré dans le foyer. Silence. Le silence lourd et étrange d'un cimetière. « Marie !» ai-je hurlé. « En haut !» a crié Carlo. J'ai pris les escaliers 2 par 2. J'ai atteint le palier du 2e étage. J'ai vu Pierre affaissé contre le mur, saignant abondamment d'une blessure à l'estomac, son arme vide sur le sol. Pierre. Je suis tombé à genoux. Pierre a toussé, du sang gargouillant sur ses lèvres. Désolé, Julien, il y en avait trop. Ils avaient des badges. Thomas, reste avec moi. J'ai pressé ma main sur la blessure. Ils les ont prises, a sifflé Pierre, des larmes se mêlant au sang sur son visage. Ils n'ont pas pu entrer dans la pièce panique, alors ils ont gazé. Ils les ont traînés dehors. 20. Il a le garçon. Le monde est devenu rouge. Je me suis levé. Un rugissement primal s'est arraché de ma gorge. Un son de haine pure et non adultéré. Je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai vu des feux arrière s'éloigner sur l'allée sinueuse. Ils avaient de ma femme. Ils avaient de mon fils. Je me suis tourné vers Carlo, mon visage dénué d'humanité. Mes yeux étaient des trous noirs. Appelle tout le monde, ai-je dit. Ma voix n'était plus humaine, c'était la voix de la mort elle-même. Appelle les syndicats de Marseille. Appelle la Brata. Appelle les cartels. Je me fiche du coup. Je me fiche des faveurs que je dois. Je me suis dirigé vers un coffre-fort mural caché derrière une peinture. J'ai tapé le code et j'ai sorti une lourde boîte noire. Je l'ai ouverte pour révéler 2 Desert Eagle plaqués or et un téléphone satellite. Incendier la ville, ai-je ordonné. Bloquer toutes les sorties, vérifier chaque voiture. S'ils essaient de quitter Paris, je veux qu'ils soient arrêtés. Et Thomas? A demandé Carlo, sa voix tremblante. J'ai vérifié la glissière du pistolet en or. Laissez mon frère à moi. Paris a brûlé cette nuit-là. Pas littéralement, mais le monde souterrain a été mis à feu et à sang. En 1 heure après l'enlèvement, chaque coin de rue, chaque quai et chaque aérodrome étaient surveillés. La famille Delacroix avait rappelé toutes les dettes des 20 dernières années. Les scanners de la police s'affolaient avec des rapports d'activité de gang, mais les flics restaient en dehors. Ils savaient que quand une tempête comme celle-ci frappait, il fallait barricader les fenêtres et prier. Je me suis assis à l'arrière d'un nouveau SUV, un centre de commandement mobile. Mon épaule était bandée, mais la douleur était lointaine. « Nous avons un signal sur le téléphone de Thomas », a dit un technicien depuis le siège avant. « Il est au vieux chantier naval quai 4. »« Bien sûr », ai-je murmuré, « c'est là qu'il se cachait quand nous étions enfants. »« Vin est-ce là? »« Non, ai-je dit. Thomas est trop lâche pour garder les otages. Vin les aura quelque part en sécurité. Thomas n'est qu'un courtier. Nous sommes à 2 minutes. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La clôture périmétrique en grillage était conçue pour arrêter les cerfs et les intrus, pas une escalade blindée de 3 tonnes roulant à 140 km/h. « Accrochez-vous !» ai-je crié. Le SUV a percuté la barrière avec un hurlement de métal déchiré. Le pare-brise s'est fissuré en toile d'araignée, mais le verre renforcé a tenu.
Nous avons rebondi violemment sur le tarmac, les pneus hurlant en frappant l'asphalte mouillé. « Visuel sur la cible !» a crié le chauffeur, luttant avec le volant alors que le véhicule lourd chassait dans la pluie. Il était là, un élégant Gulfstream géant noir, ses moteurs hurlant d'un cri aigu qui déchirait la nuit. Il bougeait déjà, roulant loin des hangars privés vers la piste principale. « Ils sont autorisés au décollage !» a crié le technicien à l'avant, surveillant la fréquence de la tour. La tour vient de leur donner le feu vert sur la piste 10 gauche. S'ils mettent les gaz, nous ne les rattraperons jamais. Percer le train d'atterrissage? Ai-je ordonné, détachant ma ceinture. Patron, si je percute le train à cette vitesse, l'avion pourrait basculer. Les réservoirs de carburant sont dans les ailes. Si ça prend feu, fais-le. Je n'avais pas le luxe de la physique. J'avais une femme et un fils dans cet avion. Le SUV a accéléré, le moteur rugissant, le Gulfstream prenait de la vitesse, son nez tournant vers la longue étendue de lumière de la piste. La distance se réduisait, mais pas assez vite. J'ai ouvert la porte alors que nous roulions encore à 100 km/h. Le vent et la pluie fouettaient de mon visage, me piquant les yeux. « Mettez-vous à côté des escaliers !» ai-je crié par-dessus le rugissement des moteurs à réaction. Le pilote du jet devait nous avoir vus. L'avion a viré brusquement à gauche, essayant de semer le véhicule de poursuite. Le souffle de la turbine du jet a frappé le SUV, le secouant violemment. Le chauffeur a lutté pour garder le contrôle, percutant le côté du fuselage de l'avion avec un bruit de métal grinçant. C'était suffisant. L'impact a secoué l'avion, forçant le pilote à couper les gaz pour éviter une défaillance structurelle catastrophique. L'avion a ralenti, mais seulement légèrement. La porte de l'escalier était toujours ouverte. Vin devait être tellement pressé qu'il n'avait pas entièrement sécurisé la cabine. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis jeté du SUV en mouvement. J'ai heurté les escaliers métalliques mouillés de l'avion avec un choc assourdissant. Mes mains se sont agrippées à la surface glissante. Mes jambes pendaient au-dessus du tarmac qui défilait en dessous. Une seule glissade et je serais tiré sous les roues et écrasé. « Patron !» ont crié mes hommes depuis la voiture. J'ai rugi, mes muscles se tendant alors que je me hissais. Je me suis traîné dans la cabine juste au moment où le pilote a freiné, arrêtant le jet dans un crissement sec. J'ai roulé sur la moquette moelleuse du plancher de la cabine, haletant, mon arme levée. J'étais à l'intérieur. La cabine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'alimentation auxiliaire. Ça sentait le cuir riche et le champagne, un tombeau de luxe. « Bienvenue à bord, Julien !» a lancé une voix de l'arrière de la cabine. Je me suis levé lentement, nivelant mon Desert Eagle. À l'arrière de l'avion, assis dans un fauteuil pivotant, se trouvait Silus Vane. Il avait l'air détendu, un verre de bourbon dans une main et un pistolet dans l'autre. Mais je n'ai pas regardé l'arme. J'ai regardé ce qui était devant Vane. Marie était agenouillée sur le sol, les mains ligotées dans le dos, le visage meurtri, la lèvre fendue, et sur ses genoux, attaché dans un siège auto qui avait été hâtivement bouclé au sol, se trouvait Léo. Le bébé criait, un gémissement aigu et terrifié qui me déchirait le cœur comme une lame dentelée. « Pose ton arme, Julien, » a dit Silus doucement, prenant une gorgée de son verre. « Ou le prochain son que tu entendras sera le choc humide du cerveau de ta femme frappant la cloison. » J'ai hésité, mon doigt planant sur la gâchette. Je pouvais faire le tir. J'étais un tireur d'élite. Mais Vin utilisait Marie comme bouclier humain, son corps serré derrière le sien. « Laisse-les partir, Silus, » ai-je dit, ma voix terrifiante de calme. « C'est entre toi et moi. Tu veux te battre? Battons-nous, mais tu ne touches pas au gamin. »« Le gamin est le gros lot, » a ricané Silus. « L'oncle paie le double pour les héritiers mâles. Il prévoit de l'élever. En faire le fils que tu n'as jamais été. Cruel, efficace, sans tout ce bagage sentimental. » Silus a appuyé le canon de son arme contre la tempe de Marie. Marie a fermé les yeux,
des larmes coulant, mais elle n'a pas crié. Elle a juste chuchoté « Ne le laisse pas prendre, Léo. Julien, s'il te plaît, fais ce que tu dois faire. » Tu entends ça? Harry Silou. Elle est prête à mourir. Es-tu prête à la tuer, Julien? Parce que c'est le seul moyen d'arriver à moi. Mon esprit a couru. J'ai évalué la cabine. Espace étroit, 4 mètres entre nous. Tu as raison, ai-je dit, baissant légèrement mon arme. Je ne peux pas te tirer dessus sans la toucher. Homme intelligent. Maintenant, pousse l'arme vers moi. Je veux voir le grand Julien Delacroix supplier. J'ai plié les genoux lentement, plaçant le Desert Eagle en or sur le sol. J'ai levé les mains. Voilà, ai-je dit, je suis désarmé. Silas a souri, la dent en argent scintillant dans les lumières de la cabine. Pathétique. Mais Silas avait commis une erreur. Il avait oublié qui était Marie. Elle n'était pas seulement une femme trophée. Elle était une Delacroix. Elle avait vécu avec l'homme le plus dangereux de Paris pendant 5 ans. Elle savait attendre. Alors que Silas déplaçait son objectif de sa tête vers ma poitrine pour me donner le coup fatal, Marie a projeté son poil en arrière. Elle a claqué sa tête contre le nez de Silas avec un craquement répugnant de cartilage. Silas a hurlé, son tir a dévié vers le haut. Bang! La balle est partie de travers, perçant un trou dans le plafond du fuselage. Des masques à oxygène sont tombés des compartiments supérieurs. Maintenant, a crié Marie, je n'ai pas eu besoin de plus. Je n'ai pas plongé pour mon âme. J'ai plongé sur Silas. J'ai frappé le tueur à gages comme un train de marchandises, le plaquant dans la cuisine à l'arrière de l'avion. Ils se sont écrasés sur le minibar, brisant des bouteilles de vodka et de whisky. Des éclats de verre ont volé partout. Silas était fort, excité par l'adrénaline et les drogues de combat. Il m'a donné un coup de genou dans les côtes, les mêmes côtes déjà meurtries par la course-poursuite. J'ai grogné, mais n'ai pas lâché prise. Je l'ai attrapé par la gorge, serrant avec une force écrasante. Silas s'est débattu, sa main cherchant un éclat de verre brisé. Il a trouvé le col d'une bouteille de vodka cassée et l'a poignardé vers le bas. J'ai tordu mon corps, mais le verre a tranché mon avant-bras, sectionnant le tissu coûteux de mon costume et mordant le muscle. Le sang a giclé sur les armoires blanches de la cuisine. Je n'ai même pas scié. Je lui ai donné un coup de tête 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les yeux de Silas sont revenus en arrière, étourdis. Je l'ai traîné, le plaquant contre la porte de sortie de secours. « Tu as menacé ma famille. » Ai-je chuchoté, mon visage à quelques centimètres du visage ensanglanté de Silas. L'oncle a gargouillé Silas, du sang moussant à sa bouche. Il viendra. Laisse-le venir, ai-je grogné. Je l'enterrerai à côté de toi. J'ai tendu la main vers le levier de déverrouillage d'urgence de la porte. Bon vol, ai-je dit. J'ai tiré le levier. La porte pressurisée a explosé vers l'extérieur. Même si l'avion était au sol, la force hydraulique était immense. Silas, déjà à moitié mou, a dégringolé sur le tarmac mouillé en dessous, tombant de 3 mètres et atterrissant dans un tas brisé. Je me suis tenu dans l'ouverture de la porte, la pluie fouettant mon visage, regardant le corps. J'ai attendu d'être sûr que Silas ne bougeait plus. Puis je me suis retourné. Marie avait réussi à se relever. Elle se penchait sur le siège auto, utilisant ses mains liées pour bercer le bébé qui criait. Je me suis approché. Mon bras saignait, mon visage était meurtri et j'avais l'air d'avoir traversé une guerre, ce qui était le cas. J'ai sorti un couteau de ma botte et j'ai doucement coupé les liens sur les poignettes de Marie. Elle ne s'est pas retirée. Elle s'est effondrée contre moi, enfouissant son visage dans ma chemise tachée de sang. « Tu es venu, a-t-elle sangloté. « Tu es vraiment venu. » J'ai enroulé mon bon bras autour d'elle, la serrant si fort que je pensais la briser. J'ai tendu la main et j'ai détaché Léo, tirant le bébé dans l'étreinte entre nous. « Je te l'ai dit », ai-je chuchoté dans ses cheveux, fermant les yeux alors que les sirènes d'une centaine de voitures de police encerclaient enfin l'avion.
La famille, c'est pour toujours. Le tarmac était une mer de lumière rouge et bleue. Des équipes du raid pointaient leurs fusils sur l'avion. Un négociateur d'otages criait au mégaphone. Je me suis tenu au sommet de l'escalier de l'avion, les mains levées, non pas en signe de reddition, mais de défi. Le commissaire Durand est monté les escaliers, son trench coat trempé. Il a regardé le corps sans vie de Salus Vane sur le tarmac, puis moi. « Vous avez fait un sacré gâchis, Delacroix », a crié Durand par-dessus la pluie. « Propriété fédérale, incursion non autorisée sur piste, homicide involontaire. Je peux vous envoyer en prison à vie. » Cet homme, ai-je pointé du doigt Silus, c'est Salus Vane, notice rouge Interpol, recherché pour 12 assassinats sous contrat en Europe, et le bombardement de l'ambassade de Madrid il y a 3 ans. Durand s'est arrêté. Il a de nouveau regardé le corps. C'est confirmé? Vérifiez ses empreintes. Ai-je dit calmement. Je viens de vous remettre la plus grosse prise terroriste de votre carrière. Vous serez capitaine la semaine prochaine. Peut-être commissaire l'année prochaine. Durand a plissé les yeux. Et que voulez-vous en échange? J'ai regardé dans la cabine où un infirmier examinait Marie et Léo. Légitime défense, ai-je dit. Il a enlevé ma femme et mon fils. J'ai poursuivi. J'ai neutralisé la menace. Le reste n'est jamais arrivé. Durand a mâché l'intérieur de sa joue. Il a regardé le carnage. Il a regardé la mère et l'enfant. Il savait que s'il arrêtait Julien Delacroix ce soir, la ville éclaterait en une guerre de gang qui durerait une décennie. Mais s'il saisissait la victoire, s'il revendiquait le mérite d'avoir arrêté un terroriste international, vous disparaissez Delacroix, a dit Durand d'une voix rauque. Je ne veux pas voir votre visage dans cette ville avant longtemps. Vous prenez votre famille et vous partez. Si je vous revois diriger des trafics, l'accord est rompu. Je suis à la retraite, ai-je menti. Ou peut-être, pour la première fois, je ne mentais pas. Durand a fait signe à l'équipe du raid de baisser leurs armes. Foutez le camp d'ici avant que les fédéraux n'arrivent et ne posent des questions auxquelles je ne veux pas répondre. J'ai hoché la tête une fois, un accord silencieux entre ennemis. Je suis retourné dans l'avion, j'ai pris Léo d'un bras et j'ai enroulé l'autre autour de la taille de Marie. Rentrons à la maison, ai-je dit. La villa en Toscane, elle était perchée sur une falaise surplombant la mer Tyrrhénienne. C'était une forteresse, oui. Le périmètre était bordé de capteurs et gardé par des hommes en qui j'avais confiance de ma vie, mais elle ressemblait à une maison. L'air sentait les citronniers et l'eau salée. Je me suis assis sur la terrasse en pierre, un journal à la main. Je lisais la section économique légitime. La compagnie maritime Delacroix avait annoncé des profits records ce trimestre. Pas de drogue, pas d'armes, juste de l'huile d'olive et des textiles. C'était ennuyeux et j'adorais ça. Papa. Un cri a brisé le silence. J'ai abaissé le journal. Léo, maintenant âgé de 18 mois et marchant avec l'énergie chaotique d'un ivrogne, a traversé le patio en courant. Il poursuivait un chiot Golden Retriever. J'ai souri, un vrai sourire, un qui atteignait mes yeux et froissait la cicatrice sur mon front. J'ai soulevé le garçon alors qu'il passait, le balançant en l'air. « Je t'ai eu », ai-je ri. Léo a hurlé de plaisir, agrippant mon nez. « Maman, maman, maman !» Marie est sortie sur la terrasse, portant un plateau d'espresso et de biscotti. Elle avait l'air en pleine forme. Le regard hanté avait disparu de ses yeux, remplacé par une vitalité qui la rendait plus belle que le jour où je l'avais épousée. Elle a posé le plateau et s'est approchée, m'embrassant sur le front et chatouillant le ventre de Léo. « Il terrorise encore le chien ?» a-t-elle demandé. Le chien a commencé. Ai-je défendu mon fils? Marie s'est assise, versant le café. Elle a regardé l'océan, son expression devenant pensive. « Ça te manque ?» a-t-elle demandé soudainement. Je l'ai regardé. Manque quoi? Paris, le pouvoir, la peur. J'ai regardé ma main. La cicatrice de la coupure de verre dans l'avion était toujours là. Une ligne blanche dentelée. J'ai regardé mon fils, qui était maintenant en sécurité au sol,
essayant de partager un biscotti avec le chien. J'ai pensé aux nuits froides dans l'appartement, au lit vide, à la bouteille de whisky, au silence qui me hurlait autrefois. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici, ai-je dit doucement. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de Marie. Elle l'a serrée en retour. La bague à son doigt, une nouvelle, en or simple, sans diamant, captait la lumière du soleil. Nous nous étions remariés dans une petite chapelle du village 6 mois plus tôt. Pas d'invité, juste Pierre qui s'était rétabli et était maintenant le chef de la sécurité, et Madame Dubois. L'oncle est toujours là, tu sais, a dit Marie tranquillement. Durand nous a fait passer le mot. Ils ont trouvé son domaine à Sonora abandonné. Mes yeux se sont obscurcis pendant une fraction de seconde, le vieux roi se remuant sous la surface, mais ensuite j'ai regardé Léo rire au soleil. Laisse-le courir, ai-je dit. S'il vient ici, nous serons prêts. Mais j'en ai fini de chasser des fantômes, Marie. J'en ai fini d'être le méchant de ma propre histoire. J'ai pris mon espresso, le liquide sombre reflétant le ciel bleu. D'ailleurs, ai-je souri, j'ai un travail beaucoup plus difficile maintenant. Oh oui? Marie a levé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? L'apprentissage de la propreté. J'ai gémi. Ça va être un cauchemar. Marie a penché la tête en arrière et a ri, un son qui a porté sur les falaises et jusqu'à la mer, emportant les derniers échos des coups de feu et de la douleur. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur monumentale. Probablement les deux. C'est ça, la vie, non? Rien n'est clair. Rien n'est parfait. Mais c'est la mienne et elle nous a forgés. Julien Delacroix, l'ancien roi de Paris, s'est alors calé dans son fauteuil à observer sa famille et pour la première fois en 35 ans, il s'est senti complètement, absolument en sécurité. Et c'est peut-être ça, le plus grand paradoxe de toute cette histoire, n'est-ce pas? De trouver la paix au cœur du chaos, l'amour au milieu de la violence. Mais la sécurité, cette certitude tranquille, elle est fragile, même maintenant. Qui sait ce que l'avenir nous réserve?